En décembre 2018, paraissait dans le journal Le Monde une tribune à propos de la restitution des objets africains conservés dans les musées français. Le philosophe camerounais Achille Mbembe y décrivait ainsi le processus devant permettre, selon lui, de recréer les conditions d'une relation faite de réciprocité et de mutualité entre notre pays et ceux du continent, en particulier ceux des territoires anciennement colonisés. Il disait « En dépit des apparences, l'histoire n'a jamais été qu'une simple affaire de force et de puissance. Au demeurant, il n'y a pas force plus puissante et plus pérenne que la vérité. La vérité est que l'Europe nous a pris des choses qu'elle ne pourra jamais restituer. Nous apprendrons à vivre avec cette perte. Elle, de son côté, devra assumer ses actes, cette partie ombreuse de notre histoire en commun dont elle cherche à se délester. Mais pour que des liens nouveaux se tissent, elle devra honorer la vérité, car la vérité est l'institutrice de la responsabilité. Cette dette de vérité est ineffaçable. » Ces propos font singulièrement écho, de manière pertinente, je le crois, au sujet qui nous occupe aujourd'hui concernant le statut de la Polynésie française. La Polynésie française, ce sont 118 îles de l'océan Pacifique, 5 archipels, sociétés, Tuamotu, Gambier, Austral, Marquise, 48 communes. C'est une population de 275 900 à peu près habitants et habitantes, 0,4% de la population française. Une population jeune, 52% des Polynésiens et Polynésiennes ont moins de 30 ans, et précaire. Un ménage sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Ces peuples et ces territoires ont été violemment colonisés par la France dans les années 1840, mais non sans résistance. De 1843 à 1847 aux îles Marquises, en 1842 à Vaïtaou, en 1844 à Apa, en 1846 à Pakoko. Annexé sous la Troisième République et renommée Polynésie française, l'ensemble est soumis jusqu'en 1946 au Code de l'indigénat. À la suite de l'indépendance de l'Algérie, où étaient auparavant effectués les tests nucléaires, l'État français va relocaliser ses expérimentations du désert du Sahara à l'océan Pacifique. Pendant 30 ans, entre 1960 et 1996, 193 tirs nucléaires, dont 46 essais dans l'atmosphère, vont ainsi y être réalisés. 30 ans qui ont défiguré les paysages et détruit les écosystèmes des atolls de Mururoa et Fangatofa. 30 ans qui ont déstabilisé de manière brutale et durable l'environnement, les modes de vie et le bien-être des populations, et dont les conséquences se font sentir encore aujourd'hui. Dès leur lancement en 1966, les essais ont commencé à affecter la santé des habitants et habitantes et des milliers de travailleurs et travailleuses migrantes. Le nuage radioactif issu de l'explosion d'Aldébaran, la toute première bombe a explosé le 2 juillet 1966 au-dessus de l'atoll de Mururoa, a dérivé jusqu'à Mangareva, entraînant l'évacuation du ministère des Outre-mer, mais sans que la population locale n'en ait été informée. Ainsi, en 2005, un rapport de l'Observatoire des armements, organisation indépendante qui évalue les effets des essais nucléaires français en Polynésie depuis 1984, révélait notamment, à partir de documents jusqu'à-là classifiés, que les niveaux de radiation décelés dans les laitues non lavées 4 jours après l'explosion d'Aldébaran étaient 666 fois supérieurs à la normale. L'eau potable était 6 fois plus radioactive et les échantillons de sol 50 fois plus radioactifs. 3 mois plus tard, une enquête a indiqué que la radioactivité détectée dans l'eau de pluie à Mangareva atteignait des niveaux ahurissants, 11 millions de fois supérieurs à la normale. Le Centre d'expérimentation nucléaire du Pacifique, le CEP, qui était pourtant déjà à l'époque en possession de ces informations, a malgré tout poursuivi les essais jusqu'à l'arrêt définitif du programme en février 1996. En janvier 2018, suite à la demande de la représentante de l'Union pour la démocratie, Eliane Tevaïtoua, le ministre polynésien de la Santé a communiqué les chiffres des maladies radio-induites dans la population. Entre 1992 et 2017, les nouveaux cas de cancer de la prostate et du sein ont explosé, tout comme ceux des maladies cardiovasculaires. Le nombre de malformations à la naissance a été multiplié par 5 en 25 ans, 142 en 1992 contre 685 en 2017. On a dénombré dans la même période 9 705 cas des 21 maladies radio-induites de la liste de la loi Morin et 9 192 cas des maladies d'une liste américaine qui ne figurait pas dans la liste Morin, soit un total de quasi 20 000 cas en 25 ans. La décision du gouvernement français d'utiliser le territoire polynésien comme site pour ses essais nucléaires a également eu des conséquences socio-économiques importantes, en venant bousculer dans un laps de temps extrêmement court l'ensemble du mode de vie de la Polynésie au niveau économique, social, alimentaire, culturel et environnemental.
Dès avant le lancement des premières bombes, les efforts portant sur la construction du centre d'expérimentation ont déclenché une vague de changements non consentis par une population qui n'était pas préparée à y faire face. La population, qui était environ de 150 000 personnes à l'époque, 10 000 personnes, pour la plupart hommes seuls et jeunes, ont débarqué vers la fin des années 60. Cela a entraîné une véritable explosion de la consommation, des transactions immobilières et foncières, qui a également bénéficié à certains Polynésiens et Polynésiennes, mais aussi aggravé les inégalités. Entre 1962 et 68, la population de l'île de Tahiti, par exemple, a pratiquement triplé, entraînant une vague d'urbanisme sauvage qui a exacerbé les disparités sociales. Le passage d'une économie de comptoir à une économie de garnison, toujours fortement dépendante de l'aide française, a créé de profonds déséquilibres qui ont détourné la population locale de ses moyens de subsistance traditionnels. Les textes dont nous débattons aujourd'hui s'inscrivent dans la lente reconnaissance de l'État français de sa politique nucléaire destructrice. Ils sont le produit d'un long combat mené par des citoyens et citoyennes, militants et militantes associatives, scientifiques, chercheurs, élus, en Polynésie, mais aussi ici dans l'Hexagone, et dont je tiens au nom de la France insoumise à saluer l'engagement et le courage. Les essais nucléaires réalisés dans les atolls de Mururoa et Fangatofa ont eu des retombées étudiées dans les années 1990, comparables à celles mesurées à proximité de la centrale de Tchernobyl après la catastrophe de 1986, ce que l'État a maintenu en secret défense, en laissant la population dans une ignorance totale et sans mesure de protection. Edouard Fritsch, le chef du gouvernement de Polynésie, l'a d'ailleurs lui-même reconnu en novembre 2018. Je ne m'étonne pas qu'on me traite de menteur, alors que pendant 30 ans, nous avons menti à cette population que les essais étaient propres. Nous avons menti, j'ai fait partie de cette bande. Si la France s'engage en 1996 à ne plus jamais réaliser d'essais nucléaires, à démanteler le centre d'expérimentation, il faudra attendre 2010 pour qu'une loi sur la reconnaissance et l'indemnisation des victimes soit promulguée, la loi Morin du 5 janvier 2010. La levée partielle du secret défense en 2012 révèle que les zones touchées par les retombées radioactives dépassent largement le périmètre de cette première loi qui finit par inclure en 2013 les 5 archipels dans le champ du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Mais entre 2010 et 2017, seuls 7,6% des dossiers des Polynésiens et Polynésiennes ont été admis. Elles et ils sont bien moins nombreux que les métropolitains et métropolitaines à faire des demandes aussi vaines. Sur les 1245 demandes pour la période, 1051 venaient de métropole et 145 de Polynésie. En 2017, la suppression de la notion de risque négligeable a permis l'admission pour 2018 de 75 dossiers sur les 100 demandes polynésiennes. Toutefois, un certain nombre de freins persistent. La langue, la distance, le nombre de pièces justificatives nécessaires. Plus récemment encore, la disposition insérée dans la loi de finances pour 2019, qui inscrit dans la loi Morin une exposition minimale au rayonnement ionisant, a été dénoncée par de nombreuses associations car ayant pour effet de contrecarrer le principe de causalité dont bénéficiaient jusqu'à présent les demandes de réparation. Et outre les effets néfastes du nucléaire sur la santé et l'environnement, je l'ai dit, l'impact économique a également été notable. La majorité de l'économie polynésienne tournait autour des politiques d'expérimentation. Les dépenses du centre représentaient 76% du PIB de la Polynésie en 1966. Et le démantèlement des installations qui étaient dédiées a provoqué la déstabilisation des activités économiques qui est aujourd'hui compensée par la dette nucléaire, se traduisant par des dotations au montant variable. Les projets de loi donc, que nous discutons aujourd'hui et que nous allons voter ne portent bien sûr pas uniquement sur la question du nucléaire. Ils ont également pour ambition affichée de favoriser la modernisation du statut et de la législation applicable à la Polynésie. Les mesures proposées par le gouvernement visent ainsi à encourager la coopération entre communes et avec la collectivité, tout en clarifiant l'exercice des compétences aujourd'hui parfois jugées comme incohérents, à assurer la stabilité des institutions et régler des freins techniques, à adapter le droit au territoire pour régler des difficultés en matière de foncier et de succession. Ces mesures sont nécessaires et nous y souscrivons dans son ensemble. Mais le cœur, l'essentiel du débat, à la fois en termes symboliques et pratiques, porte selon nous sur le devoir de vérité, de reconnaissance et de réparation dont nous sommes aujourd'hui collectivement comptables. En février dernier, l'association 193, qui lutte aux côtés de beaucoup d'autres pour une indemnisation égalitaire des victimes, estimait que, je cite, « l'Europe doit aussi être au courant de notre histoire ». Comment, s'interrogeait-elle, avoir une politique économique juste en méconnaissant d'où viennent les véritables injustices graves de ce pays et les logiques qui les ont fait naître. Aujourd'hui, notre responsabilité d'élus est de reconnaître notre histoire, d'écrire la vérité et de réparer.
Il n'y a pas eu de simple contribution de la Polynésie à la construction de la capacité de dissuasion française, comme l'indique l'article 1. Ce terme suppose en effet que les populations auraient fait à ce propos un choix délibéré. Voilà pourquoi nous proposons d'y substituer le terme « place prise » en complétant la reconnaissance des préjudices subis par ces populations. Ces préjudices nécessitent des réparations qui demeureront, d'un certain point de vue, toujours insuffisantes tant les dommages sont incalculables. Mais ces réparations symboliques et matérielles sont plus que jamais nécessaires, au regard du passé, du présent, mais également du futur. Lutter contre la pauvreté et les inégalités, préserver la biodiversité et s'adapter au changement climatique sont des enjeux majeurs auxquels nous sont confrontés de manière particulièrement aiguë nos concitoyens et concitoyennes polynésiennes, mais qui nous concernent également tous et toutes. C'est le sens des amendements que nous soumettons à la réflexion collective, dans le respect de l'autonomie polynésienne, avec précisément pour but de contribuer à préparer ensemble un avenir en commun.